Alors ça, c'est pour la dimension française. À une échelle plus large, à l'échelle européenne, Nora Hamadi, on le voit à l'image de la Corse, l'Europe qui est aujourd'hui grignotée par les régionalismes. On a forcément en tête la Catalogne qui en est le symbole aujourd'hui. Effectivement, hein, Jamel, on a tous en mémoire, il y a quelques semaines, la déclaration d'indépendance fin octobre qui a été portée par le Parlement catalan, Carles Puigdemont, ensuite qui prend la fuite vers un autre pays grignoté par ce régionalisme qui est la Belgique, hein, la Flandre notamment. On a tous en tête le leader de justement ce régionalisme, ce nationalisme flamand qui est Bart de Wever, le leader de la NVA, qui est un parti qui souhaite effectivement une autonomie plus large pour la France, pour la Flandre, pardon. Mais il y a d'autres pays. Il y a encore quelques semaines, la Lombardie et la Vénétie, dans le nord de l'Italie, ont convoqué une consultation sur cette question de l'autonomie. 57% de participation, 97% de oui à une indépendance en fait des deux régions. Il faut dire que tout ceci avait été aussi convoqué par la Ligue du Nord. Hein. Il faut bien entendre que derrière, il y a aussi des discours à la fois identitaires, nationalistes et un rejet en fait de l'autre qui peut être à la fois l'État central. On le voit en Catalogne vis-à-vis de Madrid, on le voit en Lombardie, Vénétie vis-à-vis de Rome, et puis des régions qui refusent clairement maintenant de la solidarité nationale. Hein. Il y a aussi il y a des questions identitaires, mais il y a aussi des relents économiques là-dessous. Il est hors de question désormais en fait de payer pour le collectif à partir du moment où on est une région riche. C'est le cas en Flandre, qui estime que la Wallonie francophone en fait n'est pas au niveau et qui refuse en fait de payer pour le collectif. C'est le cas en Catalogne, qui se dit être une région riche, qui refuse de reverser au pot commun. C'est le cas en Lombardie, Vénétie. C'est moins le cas en Corse et c'est moins le cas par exemple en Écosse. On se souvient aussi que l'Écosse, Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, lors du vote pour le Brexit, avait dès l'annonce des résultats dit qu'elle allait convoquer un référendum justement d'autodétermination. Il devrait potentiellement être prévu fin 2018 parce que l'Écosse a voté pour le maintien dans l'Union européenne, contrairement au reste des Britanniques. Donc, en fait, le cas corse est idéal typique potentiellement, mais c'est le cas partout en Europe. On a cru que les nationalismes avaient été balayés suite à l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, suite à la défaite de Geert Wilders aux Pays-Bas, avec le PVV, qui est un parti d'extrême droite. Les élections aux Pays-Bas avaient eu lieu quelques semaines avant, en mars 2017, et on se rend compte qu'en fait, finalement, on l'a sorti par la porte, mais ça revient par la fenêtre, si vous me permettez l'expression, avec ces régionalismes un petit peu partout. Alors Bruno Cotterêts, cette question concernant justement ce référendum, la perspective d'un référendum en Corse, est-ce qu'elle est envisageable ou pas? On parlait justement d'une ligne rouge à ne pas franchir, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Oui, et puis le dossier référendum commence à être un dossier plus compliqué pour Emmanuel Macron, puisqu'il y a la perspective de réforme institutionnelle, où peut-être il sera obligé de passer par le référendum, c'est encore pas du tout certain, évidemment. Donc évidemment, c'est toujours possible, mais c'est une question compliquée. On a vu aussi récemment que sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, finalement, aussi la question d'un référendum et du statut du référendum pour décider, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, d'une infrastructure, c'était aussi très compliqué. Donc je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit très tenté par l'organisation d'un référendum sur la question de la Corse, puis ça poserait tout de suite le problème, le périmètre de ce référendum, la circonscription électorale de ce référendum, qui sont les électeurs. Donc ça pose tout de suite tout un tas de questions qui sont assez douloureuses en fait à régler, pas facile du tout à régler non plus politiquement. Et on sait toujours qu'un référendum, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'issue d'un référendum. Donc je pense qu'on est plutôt engagé dans un début de retour de négociation. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais il me semble qu'on est plutôt aujourd'hui dans un cas de figure qui est peut-être une réflexion plus générale que l'État veut avoir vis-à-vis de la question de la décentralisation. Emmanuel Macron a fait campagne sur une nouvelle étape de déconcentration, même disait-il dans sa campagne, pas seulement de décentralisation, il avait même employé le mot de déconcentration, donc c'est-à-dire vraiment de transfert de pouvoir relativement important. On voit que depuis le début de son mandat sur la question des territoires, de la décentralisation, c'est un dossier qui revient par d'une certaine manière, un peu par tous les coins dans l'actualité française. Donc il faudrait peut-être inscrire cette question de la Corse dans une réflexion un peu plus large et d'ensemble sur la question des territoires.
Pour aller dans l'autre sens, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'année prochaine va se tenir aussi une consultation en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, il l'a mentionné dans son discours. Il a bien dit... sur place, le Premier ministre qui était sur place pendant plusieurs jours d'ailleurs. Effectivement. Et il l'a bien dit dans son discours. Nouvelle-Calédonie, Martinique, Loiret, il faut aussi prendre en compte la continuité de l'État. Enfin, il l'a quand même martelé dans ce discours. Et c'est aussi intéressant de voir que cette question des territoires, elle va beaucoup plus loin en fait que la seule question corse. Et quand on voit justement les demandes des indépendantistes, qui est donc la co-officialité de mettre sur un même pied la langue corse et la langue française, d'avoir un statut de résident corse par exemple, est-ce que c'est raisonnable justement, est-ce qu'elles sont raisonnables ces demandes des Corses quand on voit ce qu'apporte finalement la métropole, l'État je dirais, à la collectivité, quand la Corse représente 0,5% de la population française et que finalement les largesses fiscales accordées à la collectivité sont de plus de 400 millions d'euros, est-ce que c'est quelque chose qui tient la route finalement, ces demandes? Je ne sais pas si cette question a une réponse dans l'absolu. La Corse et les Corses, le nationalisme corse revendique une véritable culture. Donc on n'est pas du tout dans le domaine, au fond, des échanges économiques. On est vraiment dans une revendication qui est une revendication d'identité, de culture, avec le sentiment d'avoir une culture toujours vivante, avec une langue. Donc est-ce que cette demande est raisonnable? Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'inscrire dans ce cadre-là. C'est une revendication culturelle extrêmement forte. C'est un point qui est un point extrêmement essentiel pour le nationalisme corse. Et c'est un point sur lequel, au fond, on peut peut-être aussi avoir un dialogue à l'intérieur de la République française sur le fait qu'il soit possible d'enseigner, qu'il soit possible, c'est déjà le cas, mais qu'il soit possible de pratiquer des langues. Alors la revendication de co-officialité a été marquée par le chef de l'État comme une ligne rouge sur laquelle il n'y a pas de possibilité de dialogue. Il faudra voir dans les semaines qui arrivent si cette ligne rouge, finalement, est en train de se renégocier ou pas. Pour le nationalisme corse, en tout cas, il y a là une question qui est tout à fait essentielle. Et eux disent, au fond, les Corses, en votant pour nous dans les différentes élections locales et surtout dans les élections régionales, ont dit leur mot et ils ont approuvé ce programme. Ce qui est assez intéressant, c'est que la France a souvent été pointée du doigt par le Conseil de l'Europe, par l'Union européenne, dans son incapacité à faire valoir en fait les cultures locales et les langues locales. On ne peut pas, et d'ailleurs ça a été un positionnement de l'Union européenne dès le traité de Maastricht, de faire en sorte que l'échelon régional, l'échelon du territoire, c'est le meilleur échelon pour mettre en place des politiques. Et c'est ça qui est assez intéressant dans le cas corse, tout comme dans le cas catalan, c'est que des identités régionales finalement sont mises en avant. Il y a une volonté en Corse de co-officialité. La langue catalane en Catalogne, en fait, est effectivement une langue officielle. Et il y a quand même des blocages en France qui ne sont pas le cas, en fait, dans d'autres pays d'Europe. Ces problématiques de langue se posent en France. Ça a été pointé du doigt plusieurs fois. Il y a une responsabilité française aussi. On le voit à la fois sur l'occitan, la langue bretonne, la langue corse et autres. Et ça, effectivement, au niveau de l'Union européenne, la France a souvent été pointée du doigt. Allez-y. Voilà, il y a des racines historiques qui sont extrêmement importantes, parce que dans la construction de la France moderne, la question de l'unification de la langue a été une question à la fois tout à fait essentielle et qui ne s'est pas faite non plus facilement, ça ne s'est pas fait sans douleur. Tout ça, ça ne s'est pas fait aussi sans combat contre des cultures et des langues régionales. Donc on est là sur un point qui est un point qui, dans, on va dire, la construction de qu'est-ce que c'est que la République française, est un point qui est en fait tout à fait essentiel. Donc il n'est pas étonnant de voir que ça soit une ligne rouge et que ça soit sur cette question que la question de l'identité corse est venue fortement, je dirais, se heurter à cette conception très mainstream et très restrictive de qu'est-ce que c'est que la République française.